Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis ravi de vous partager aujourd'hui ma discussion avec Sébastien Kopp, le cofondateur de la marque Veja et de Centre Commercial. Veja est une marque de basket française créée en 2005, basée sur des valeurs de développement durable. C'est pour moi un modèle d'entrepreneuriat qui m'inspire au quotidien. Quand on écoute leur histoire, on se dit que le monde actuel tourne à l'envers et qu'il est grand temps de remettre les choses à l'endroit. Sa vision du business va vous mettre une vraie claque. L'angle prioritaire n'est pas de faire de l'argent, même si c'est une nécessité, mais réellement d'améliorer le monde dans lequel on vit. Les innovations chez Veja sont nombreuses, mais elles sont avant tout sociales et écologiques. Nous allons parler d'une véritable histoire très profonde entre deux associés, d'une histoire de business authentique et de valeurs dans un monde de la mode et de la confection sans pitié. Une fois n'est pas coutume, je vais diviser notre très longue discussion en 2 épisodes pour un peu plus de suspense. J'espère que vous apprécierez, même si cet épisode est un peu long, le fait qu'on soit allé en profondeur dans tous les détails de l'histoire de Veja. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter des podcasts, je me permets 2 petits conseils. D'abord, n'hésitez pas à écouter en plusieurs fois. Si votre trajet quotidien dure 20 minutes, vous pouvez sans problème écouter un épisode en 3 fois pour faire durer le plaisir. Ensuite, si vous voulez soutenir ce podcast, abonnez-vous à Génération Do It Yourself sur SoundCloud, sur l'appli Podcast préinstallée sur votre iPhone ou encore par exemple sur Pocket Cast sur Android, sur Deezer, etc. Vous serez ensuite notifié à la sortie de chaque épisode. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute avec Sébastien Kopp et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Kopp, le fondateur de Veja. Bonjour Sébastien. Salut Mathieu. Je peux te laisser te présenter ? Oui, donc Sébastien Kopp, papa de 2 enfants, 2 petits garçons, beau-papa de 2 autres grands garçons, amoureux d'une femme extraordinaire, cofondateur de Veja, qu'on a monté à 2, avec mon meilleur ami qui s'appelle Guilain. Donc on a lancé Veja il y a 12 ans. Et d'une aventure un peu rocambolesque, c'est devenu une entreprise pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, on est à 2 dans cette aventure depuis le début. On a monté une équipe extraordinaire. On crée des baskets qui respectent à la fois l'homme et l'environnement au Brésil. Tout le monde nous disait que c'était un peu une utopie au départ, et c'est devenu très réel, et ça fonctionne super bien. Alors on va détailler tout ça. C'est ce qui est intéressant dans la manière dont tu te présentes, et c'est pour ça que j'aime bien que mes invités se présentent par eux-mêmes au début. C'est que c'est l'ordre des choses et le perso qui te définit potentiellement avant le pro. On pourra reparler aussi un peu de tout ça, mais c'est très bien. Veja, c'est une aventure qui a commencé il y a un bout de temps, mais qui, je crois, a commencé avant, dans une relation que tu as eue avec ton associé. Comment ça s'est passé le début de Veja ? Tu peux me raconter un peu ? Vous vous êtes rencontrés à l'école, non ? Guilain, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et je le dis parce que je peux le dire aujourd'hui, je crois, parce qu'on se connaît depuis 24 ans. On a grandi ensemble, on est meilleurs amis, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, et on a fait nos études ensemble, on était dans le même lycée. Ensuite, moi je suis parti à la fac, lui est parti en école de commerce, on s'est pas quittés, on a monté des projets pendant nos études supérieures, on a monté un magazine, on a créé plein de choses, et on s'est retrouvés tous les deux à 23 ans, 24 ans, on s'est retrouvés tous les deux banquiers d'affaires aux États-Unis. Et on se voyait tous les week-ends. Moi, j'étais à Washington, chez Morgan Stanley. Lui était à Société Générale, à New York.
Et c'était je pense, le pic, l'avènement de la finance et d'Internet. C'était post 2001, c'était juste après le 11 septembre. Et c'est vrai qu'on s'est très vite rendu compte au bout de 6 mois, 6-8 mois, qu'on n'avait pas envie de devenir notre N+1. On se disait, voilà, on n'a pas envie de certes gagner beaucoup d'argent, mais en sacrifiant nos vies, notre esprit, un peu notre intelligence quand même, à être le petit maillon d'une chaîne qui ne va nulle part. Alors, quand on discutait de ça avec nos copains à l'époque, tout le monde souriait un peu, et puis c'est vrai qu'il y a eu un événement en 2008 avec la crise des subprimes et la chute de Lehman Brothers, qui aurait pu entraîner dans sa chute plusieurs autres banques. Là, c'était un peu la fin de cette ère un peu folle de la finance, qui n'allait nulle part. C'était de l'argent pour de l'argent. Il y avait aucun sens à ce qu'on faisait. Et donc, on s'est dit, on n'a pas envie de devenir ça. On n'a pas envie de devenir ce type de personne-là. On a envie de on s'intéressait beaucoup à autre chose. Quand on était à la fac, on lisait beaucoup les auteurs altermondialistes. On était très intéressé par l'économie du développement. On lisait beaucoup là-dessus, et on a créé un projet sur le développement durable, terme qui était très nouveau et très barbare à l'époque. Le développement durable, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 piliers, l'économie, le social et l'environnemental, qui sont liés les uns aux autres, et dans lesquels l'un n'a pas plus d'importance que l'autre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur la planète. L'économie domine tout, l'économie domine même la politique aujourd'hui, et du coup on s'est dit, il y a les entreprises, les organisations internationales, les ONG parlent de plus en plus de ça, c'est un sujet qui nous intéresse, on va aller challenger quelques grosses boîtes françaises en leur disant, voilà, on parle plusieurs langues, on a fait de bonnes études, on s'intéresse à ce que vous faites sur le terrain, et on aimerait bien aller voir. Et pour ça... Et quand vous avez fait ça, ce projet, vous aviez déjà quitté vos postes, on a commencé à créer le projet alors qu'on était en poste. Quand on a vu que ça prenait, on a lâché notre job et on est parti faire ça à 100%. Et celle-là, vous étiez tous les deux aux États-Unis ou dans la même ville ou... Ouais. Non, moi j'étais à Washington et Guylain à New York. À New York, d'accord. Et du coup, on commence ce projet, c'était une association, et on demandait aux grosses entreprises qui étaient Lafarge, PPR, Carrefour, EDF. On allait les voir, on leur disait, voilà, vous parlez de vos projets en Chine, en Afrique du Sud, au Brésil, au Vietnam, ce que vous faites pour l'écologie, ce que vous faites pour l'environnement, vos projets à impact social positif. Vous en parlez bien sur papier glacé. Nous, on veut aller voir ces projets et créer une matrice qui analyse la relation tripartite entre population locale, entreprise et ONG. Et l'idée, c'était de leur dire, vous en parlez bien, mais nous, on veut vérifier si c'est vraiment vrai, un peu, ou... On veut vérifier et améliorer, parce que ça nous intéresse et parce qu'on pense que c'est l'avenir. De ne se focaliser que sur l'économique, c'est déjà très 20e siècle comme façon de penser. Nous, on pense que l'un n'ira pas sans l'autre dans l'avenir. Et que une entreprise qui fonctionnera dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera une entreprise qui saura allier ces trois pôles et qui aura un impact positif sur la planète, qui aura un impact positif socialement, etc. C'était une utopie, c'était une théorie, mais c'est ce qui nous intéressait. Et c'est vrai, pour ne rien cacher, c'était aussi très égoïste de notre part, parce que on voyait que les projets étaient, par exemple, EDF avait des projets de centrales nucléaires et de centrales thermiques en plein milieu de la Chine. C'était des voyages assez fous. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans les centrales thermiques et nucléaires en plein milieu de la Chine, dans des endroits où on ne va pas. Et nous, on adorait voyager comme ça, voyager avec un but. Donc on a réussi à convaincre ces entreprises, réussi à voyager pendant 1 an et demi, un peu partout dans le monde, et travailler pendant cette année et demie. On n'était pas payés, on était défrayés par les entreprises qui
trouvaient drôle le fait qu'on fasse une mission d'1 an en facturant 5 000 €. Ils trouvaient ça et ils disaient c'est vraiment, ça coûte rien. Tu mutualisais avec toutes les entreprises. Exactement. D'accord. Okay. Mais on était défrayés, on n'était même pas payés. Et c'est vrai que ce projet-là a créé chez nous quelque chose, c'est-à-dire qu'on a passé 1 an et demi sur le terrain. Ensemble, sans nous lâcher du tout, 24 heures sur 24. Et on a analysé les projets des grosses boîtes qui, je te cache rien, étaient quand même un peu déceptifs. C'est-à-dire que, bon, il y avait quand même les paroles l'emportaient sur l'action et parfois c'était très limite. Il y a eu sur les 70 projets qu'on a visités, il y en avait 20% qui tenaient debout. Le reste était un peu pas greenwashing puisqu'ils nous ont ouvert les portes, mais un peu limite. Sachant que t'avais quand même une sorte de non-disclosure agreement, enfin un contrat de confidentialité. Tout ce que tu voyais, ce que tu trouvais, ça devait rester entre vous. Tu pouvais pas le ressortir ailleurs. Pas trop. Pour eux, je pense que c'était pas des sujets. Le monde a changé depuis. C'était pas des sujets touchy économiquement. Donc non, on avait si il y avait peut-être une ou deux, on avait des non-disclosure agreements. Mais il n'y avait pas de scandale à révéler non plus. D'accord. C'était le différentiel, c'est quand tu te dis que tu as un impact positif et qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose sur le terrain. Bon, est-ce que ça fait scandale? Non. Mais est-ce que ça a du sens? Non plus. Donc, du coup, là-dessus, pour reprendre un peu la chronologie, vous finissez vos études en quelle année? En 2000-2001. 2000-2001. On bosse en 2002 et en 2003, on commence le projet de consulting pour ces grosses boîtes, mais qui est du consulting un peu new age dans le sens où on voyage, on dort dans des hôtels pas chers, on a 25 ans à l'époque et on prend le monde dans la figure, on prend la mondialisation dans la figure, c'est-à-dire qu'on voit des choses incroyables. Par exemple, PPR nous mandate pour aller auditer des usines de textiles en Chine, et c'est vrai que c'est la première pierre de Veja, elle arrive ce jour-là. Quand on visite des usines en Chine, on se rend compte que la mondialisation a buggé, que ces gens-là qui n'ont pas l'air heureux, qui bossent entre 12 et 14 heures par jour, sans week-end, qui vivent dans des conditions terribles, fabriquent les produits qu'on porte tous les jours. D'accord. Et on se dit, si les consommateurs voyaient ça, est-ce qu'ils consommeraient de la même façon, ou est-ce que il y a pas quelque chose qui cloche aujourd'hui dans le fait de faire beaucoup de publicité pour ces grandes marques et que le réel soit complètement décorrélé du monde merveilleux qu'on veut bien nous vendre, que le marketing global veut bien nous vendre. Et ça a validé un truc que vous pensiez exister, ou vous avez pris une grosse claque dans la gueule, genre c'était bien au-delà de... je veux dire, quand tu vas visiter, tu as probablement cette image d'une usine en Chine dont tu parles là. Est-ce que c'est genre un truc où tu t'es dit waouh, où tu te disais En fait, c'est notre surprise, elle est dans la différence du fait d'avoir conscience de la chose et de le voir réellement. Cette différence-là, c'est notre surprise. Et en fait, on sait que il y a beaucoup de biens de production, que ça soit les smartphones, je citerai pas les marques, que ça soit les baskets ou que ça soit les vêtements qui sont fabriqués dans des conditions pas terribles, on le sait. Aujourd'hui, c'est connu. Mais avoir conscience de ça et le voir, ce différentiel, c'était ça notre surprise. C'était vraiment ça allait au-delà d'une prise de conscience. On se disait que la mondialisation avait un problème et que ça a créé les germes, l'ADN de Veja. C'est la première particule d'ADN, on dit sûrement pas comme ça en science, naît ce jour-là. On se dit, et si la mondialisation était autrement, si on faisait notre petit projet à notre petite échelle pour changer, pour essayer de changer, essayer de montrer que la mondialisation peut être différente. D'accord. Alors la deuxième étincelle, c'est qu'on travaille en parallèle pendant ce voyage-là. On travaille pour Tristan Lecomte, qui monte à l'époque Alter Eco.
Alter Eco, c'est la première marque de nourriture qui fait du jus d'orange, du thé, du riz, du café, commerce équitable. C'est-à-dire avec un soin et une attention à la façon dont sont produits, à la façon dont sont rémunérés les producteurs de matières premières, de thé, de riz, de café. Ils ont des revenus différents qui sont décorrélés du prix du marché, mais qu'ils touchent non pas pour survivre, mais pour vivre dignement, réinvestir dans leur exploitation. Et ça, de travailler pour Tristan Lecomte, en fait, entre le mix entre l'usine chinoise, l'énorme usine chinoise de textile, et travailler main dans la main avec Tristan, aller voir des coopératives sur le terrain de matières premières, de producteurs de matières premières alimentaires, on se dit en fait, c'est ça qu'on veut faire de nos vies. C'est rétablir cette chaîne économique, rétablir une chaîne économique un peu plus juste, un peu plus humaine finalement. Et Tristan, dans son projet Alter Eco, il n'avait pas encore cet aspect écologique. C'est-à-dire qu'il était très sur l'économique et le social, mais pas du tout sur l'écologie. Et alors que nous, on analysait plein de projets écologiques, donc on arrivait avec une vision un peu différente. Et avec Guylain, on se dit, donc on a voyagé on a voyagé dans 30 pays en 1 an et demi. On est resté 3 mois en Inde, 2 mois au Brésil, 1 mois et demi en Chine. On a vécu des expériences incroyables, déceptives, mais aussi marquantes pour le restant de nos jours. Et quand on a fini ce projet-là, on se dit, est-ce qu'on va repartir dans nos vies normales, entre guillemets? Est-ce que cette année-là, c'était une parenthèse dans nos vies normales de Parisiens éduqués, etc. Ou est-ce qu'on va le transcender? Et en fait, on se dit, non, on va repartir dans nos vies normales. C'était une parenthèse enchantée, c'était génial. De un jour faire du surf et le lendemain aller visiter un projet d'éducation pour les enfants et l'analyser, et le surlendemain se retrouver sur la muraille de Chine, et le surlendemain être dans une centrale nucléaire en Chine. Nous, on adorait cette vie-là, et on se dit, en fait, comment est-ce qu'on pourrait faire pour la continuer, cette vie-là, pour continuer à voyager, découvrir, etc. Et en fait, c'est vrai que la rencontre avec Tristan et le boulot pour Tristan, on se dit, en fait, ce qu'il fait là, on veut le faire nous aussi. On veut changer une toute petite partie du capitalisme mondial, et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme entreprise, dans le sens où on était déjà persuadé que l'économie était le centre du pouvoir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les politiques, ça fait très longtemps qu'on n'y croit plus du tout. On pense qu'ils ont souvent 10 ans, 15 ans, 20 ans de retard, et c'est normal. C'est aussi le poids de la démocratie qui veut ça, mais que les entreprises multinationales et transnationales ont dépassé la vision politique depuis des années. On le voit bien avec les GAFA, avec Facebook, Apple, Google aujourd'hui. C'est vraiment des entreprises transnationales, et on se dit, c'est là qu'il faut essayer de changer le jeu. C'est là qu'il faut essayer de changer la donne. C'est dans l'entreprise, c'est dans l'économie. Donc, on va monter une entreprise pour faire ça. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, avant de rentrer sur justement cette création de Veja, il y a un point qui m'intéresse quand même sur cette démarche que vous avez eue dans cette association de conseils, c'est que vous avez réussi à convaincre plein de monde. Quand même, tu parles de 70 projets ou 70 entreprises, mais c'est pas si simple. Je veux dire, faut quand même être assez. Comment vous avez fait? Parce que aller faire payer, même que ce soit 5 000 euros, 10 000 euros à Lafarge, à EDF, à plein de gens comme ça. C'est quoi ta strat? Comment tu t'appelles qui? Non, on n'avait pas vraiment de strat. C'était à une époque un peu différente encore de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était l'émergence d'Internet. Et le développement durable était un sujet en très haut lieu dans les entreprises, et que c'est ce très haut lieu, c'est-à-dire les directeurs, les boss de ces grosses boîtes, laissaient encore beaucoup traîner leurs mails sur Google, où tu pouvais le deviner sur Google. Donc on arrivait à leur écrire des mails, et c'était l'époque où je pense personne leur écrivait encore beaucoup de mails, et on leur parlait d'un sujet dont personne ne parlait. Oui, bien sûr. Et je pense qu'ils avaient l'instinct ou le sentiment que ce sujet allait émerger. Donc, quand
quand t'es directeur développement durable d'une grosse boîte ou quand t'es directeur de la communication d'une grosse boîte et qu'il y a deux types de 24-25 ans qui t'écrivent un super mail avec une super presse PDF et qui disent et qui te haranguent un peu déjà par mail, je pense que tu te dis pourquoi pas les rencontrer parce que la rencontre peut valoir le coup. Mais après c'était notre faculté, je dirais, de ténacité pour prendre. On arrivait à prendre. C'est vrai qu'à posteriori, ça paraît un peu fou, mais on arrivait à prendre rendez-vous avec des gens très haut placés dans ces boîtes-là. Et après, une fois que tu as réussi à en convaincre un, c'est beaucoup plus facile de convaincre les autres. Mais je pense que cette expérience-là nous a montré que si tu voulais prendre rendez-vous avec quelqu'un, si tu voulais voir quelqu'un vraiment, c'était possible. Que ça soit le PDG de Carrefour ou plus tard dans Veja, un agriculteur qui est en plein milieu de la forêt amazonienne et qui est le boss de la coopérative. Et en fait, ce truc-là, on l'a intégré et je pense que ça nous a beaucoup aidé dans notre parcours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois quelqu'un qui crée un site internet que j'admire, par exemple un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Cride, qui a monté la Blogothèque, qui est pour moi il a monté la Blogothèque il y a 10 ans presque, le site de musique incroyable sur internet. Voilà, un jour je l'ai appelé, je lui ai dit j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien créer des projets avec toi, et on était inconnus, et c'est juste l'envie. Quand on a envie. C'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que je pense que c'est aussi un vrai talent d'être capable d'aller vers les gens. Je connaissais d'ailleurs qu'une personne qui est partie maintenant, mais qui était une artiste qui habitait à New York et qui elle écrivait à la main à des gens qu'elle connaissait pas, hein. Elle écrivait des lettres, elle écrivait 3, 4, 5 lettres par jour à des gens pour leur dire j'adore ce que vous faites, ou je voudrais faire ça, ou faudrait qu'on se rencontre, etc. Elle me disait mais souvent j'ai pas de réponse, mais c'est pas très grave parce que quand même très souvent j'ai des super réponses, je fais des super rencontres, et elle cassait les barrières, et puis elle me disait bah si j'ai qu'une réponse sur deux, tant pis. Et c'est une personne qui a fait en effet plusieurs vies, plusieurs choses, mais je pense que c'est un vrai talent. Et puis il y a aussi une petite approche, même si c'est une autre époque, de un mini hacking, quoi, c'est-à-dire comprendre à un moment comment trouver le mail de quelqu'un, se dire que si je lui écris à cette époque-là, il sera pas super harcelé par ce moyen-là, et c'est peut-être un bon moyen d'y aller. Tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que tout le monde fait en ce moment sur LinkedIn, d'ajouter tout le monde, de poser des questions, de harceler sur les mêmes endroits, etc. Ce qui marche plus en fait. Il y a de ça, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont considérablement rétréci le monde, et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à une personne, mais je pense beaucoup plus difficile de le rencontrer, parce Exactement. que il reçoit cette personne-là reçoit sur beaucoup plus de messages, ouais. Que ça soit sur Facebook Messenger, LinkedIn, Twitter, etc. L'accès est plus facile, la rencontre peut-être un peu plus difficile aujourd'hui. On est peut-être passé à une époque où finalement il faut toujours faire preuve d'originalité, mais peut-être qu'en leur écrivant un courrier à la main, t'as plus de chances de les rencontrer qu'en passant par un email. Ou encore mieux, aller le voir physiquement. Oui, aller voir cette personne physiquement, c'est peut-être le truc qu'on a abandonné. Oui. On se cache derrière nos emails aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Et donc du coup, vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose. Comment t'arrives sur la chaussure, le sneaker, je sais pas comment tu le définis exactement. C'est quoi la genèse du coup de Veja, au-delà de la genèse qu'on comprend sur la philosophie et le commerce équitable et l'envie d'aller là-dessus. Tu te dis pourquoi tu te dis pas je vais faire du riz, du café ou des chemises? En 2004, on est à une époque où je te parlais d'avènement de la finance et avènement d'Internet, où toute notre génération est happée par la vague Internet. Ouais. Parce que c'est le nouvel Eldorado, c'est la nouveauté, on sent tous que c'est un monde incroyable qui s'ouvre, qui est en train de s'ouvrir. Et c'est pas, on ne le refuse pas parce qu'on en est les premiers, pas fans, mais les premiers utilisateurs. Mais on se dit que notre génération abandonne un peu la réalité pour se plonger dans ce monde incroyablement virtuel, mais fascinant, qu'est Internet. Et on se dit, en fait, pourquoi pas essayer de réinventer des produits qu'on juge déjà 1000 fois faits,
auxquels notre génération aurait rien à ajouter. Et en fait, se tourner vers les baskets, d'abord, c'est un produit de notre génération, c'est un produit qui grandit avec nous. Les premières baskets, c'est les années 80. Les vraies premières baskets, c'est les années 80, qui passent des terrains de sport à la rue, avec des artistes comme Run DMC ou des sportifs comme Jordan, qui démocratisent un usage, parce qu'avant tout le monde était en chaussures en cuir, hein. Et avec notre génération, c'est passé des terrains de sport à la rue, mais de la rue, ça passe à l'école, au collège, à l'université, à l'entreprise. Sachant que toi et moi, on est dans une génération, je pense, où nos parents ne voulaient pas qu'on aille à l'école, probablement dans les années 90 en basket. Il y avait des écoles où c'était interdit. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, les boîtes de nuit. Ouais. Quand on a 18 ans, les boîtes de nuit, c'est difficile de rentrer en basket. Ouais. Toutes les boîtes de nuit n'acceptent pas le fait de rentrer en basket. Donc on est cette génération qui démocratise l'usage de ce produit-là, et donc c'est un produit qui nous appartient entre guillemets. Mais c'est un produit aussi qui cristallise les excès du capitalisme. C'est-à-dire que c'est un produit porté dans les pays riches entre guillemets, mais fabriqué dans les pays pauvres, fabriqué dans les pays en voie de développement, comme l'Asie du Sud-Est. Donc les pays producteurs, c'est l'Indonésie, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, dans des conditions qu'on connaît, que un type comme Michael Moore a mis en exergue dans ses documentaires. Ça, c'est aussi une part de l'ADN de Veja. Le documentaire de Michael Moore qui s'appelle The Big One, c'est un documentaire sur les usines aux États-Unis, il va visiter les usines, il va visiter des usines qui ferment pour des business qui partent en Chine. Ça, c'est les années 90. Et il va voir le PDG de Nike en lui disant, vous fermez X usines aux États-Unis. Je sais pas si tu connais cette séquence, il lui dit, si je vous propose un marché, on fait un 100 mètres tous les deux. Donc tu vois Michael Moore, la corpulence qu'il a. On fait un 100 mètres. Si vous gagnez, si je gagne, vous réouvrez les usines aux États-Unis. Si vous gagnez, je porterai des Nike à vie. Donc le boss de Nike refuse. Et après, il va voir les conditions de travail dans les pays asiatiques, et on voit qu'il y a un problème, encore une fois, que ce sont des conditions terribles, etc. Et dans la distribution de valeur aussi, où c'est des produits qui sont produits pour, ça tu sauras mieux que moi, mais probablement $3, $7, $10, et qui sont vendus sans... Souvent moins. Ouais. Souvent moins. Dans la distribution de valeur, en fait, c'est l'avènement d'un capitalisme de la communication, dans le capitalisme, c'est-à-dire une basket, c'est souvent 70% de sa valeur. Quand tu prends une paire de baskets, une grande marque, 70% de sa valeur, c'est des coûts marketing et publicitaires, versus 30% de réelle production. Donc nous, en voyant ça, on se dit, en fait, si on élimine la pub du coût d'une paire de baskets, on peut produire une basket beaucoup plus chère, beaucoup plus coûteuse, qui respecterait à la fois la planète, qui respecterait à la fois les gens qui composent la chaîne de valeur, et la vendre au même prix. Ça, c'est vraiment le début de Veja. Et c'est parce que d'abord, c'est un produit qu'on adore, mais ensuite, on sent qu'il y a un gap, où on sent qu'il y a une possibilité de faire autrement, mais en prenant un choix quasi suicidaire qui est celui d'éliminer la publicité. Ce qui pose du coup des questions, cette approche, c'est de se dire... quand on est... alors j'ai deux choses à dire là-dessus. La première chose, c'est que du coup, vous êtes toujours sur le biais. Ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire, plutôt que d'aller dans le digital comme tout le monde, vous dites je vais aller sur autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de pas aller au même endroit, au même moment que tout le monde. Voilà. Et du coup, est-ce que si jamais tout le monde aujourd'hui faisait du commerce équitable, du développement durable, est-ce que tu pourrais émerger sans faire de pub, parce que la pub, l'objectif, c'est vraiment de sortir du lot. Du coup, si tout le monde produisait comme ça, il faudrait réintégrer la dimension publicitaire probablement à un moment, parce que aujourd'hui, en tout cas dans les marques connues, au moins en France, Veja est un peu seul, du coup, ce qui donne finalement un avantage concurrentiel sur ce point-là. Bon, malheureusement, on en est loin.
dans le fait de produire C'est clean. vrai. Dans le fait de produire clean, on en est encore malheureusement très loin. Donc cet avantage, comme tu dis, un avantage compétitif ou avantage relatif est encore très important. Mais je crois aussi à l'innovation plutôt qu'à la publicité, c'est-à-dire que il y a un avantage relatif, certes, parce alors après je peux expliquer un peu comment on produit les baskets, mais il y a aussi une innovation technologique et une innovation du regard ou de l'attention qui aussi crée de la valeur et crée de la différence. Et nous, notre rêve, c'est que les grandes marques produisent de cette façon-là. Mais quand les grandes marques produisent de cette façon-là, il n'y a plus besoin de Veja. Oui, c'est ça. C'est pas qu'on essaierait de louvoyer et de paraître plus gros ou meilleur que le concurrent. C'est il y aurait plus besoin de l'existence même de Veja si tout le monde le faisait. Et c'est dur à dire, mais on ne rêve que de ça. Mais on aurait plein d'autres idées. D'ailleurs, on en a plein. Et parfois, on est un peu frustré parce qu'on peut pas les faire parce qu'on n'a pas 5 fois 24 heures dans une journée, mais malheureusement 1 fois 24 heures. Mais c'est notre rêve. Et Veja, on le voit comme un catalyseur pour, en fait, le meilleur chemin, le meilleur argument, c'est l'exemple. Oui. C'est pas le meilleur argument, c'est pas de dire oui, c'est possible. Non, c'est le faire. C'est le réaliser et montrer que c'est cool, ça peut être possible, que ça peut être fun, que effectivement c'est un boulot incroyablement dur sur le terrain, mais qu'on peut transformer cette difficulté et ce nombre de contraintes qu'on s'auto administre, ça c'est devenu un jeu. Et c'est devenu un jeu plutôt plaisant, en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, nous on se connaît depuis quelques temps par le biais d'amis communs, mais c'est que vous êtes là-dessus un peu de temps en temps des ayatollahs avec les autres. Moi, j'ai testé des Alibaba, j'ai testé des productions en Chine, des choses comme ça, et à chaque fois qu'on s'est croisés, je me disais Mathieu, faut pas faire ça. Ton empreinte carbone, elle est dégueulasse. Tu sais pas dans quelles conditions c'est produit. Je te disais mais si, j'ai vérifié ça et ça. Il me dit mais t'y es pas allé, tu sais pas. Et j'ai toujours apprécié ça. Déjà, ça m'a toujours influencé dans mes réflexions et ma vie d'entrepreneur, mais aussi c'est le côté où vous lâchez rien, quoi. Sur toute la chaîne, vous essayez. On va rentrer un peu sur tout ça, sur la prod, sur la première basket, mais c'est que c'est pas juste de la com, c'est une conviction profonde et ça, je trouve ça vraiment très inspirant. C'est pour ça aussi que je suis ravi de te parler aujourd'hui. Mais c'est rigolo parce que j'en parlais ce matin et ce mot d'ayatollah, il est très juste et très dur à la fois parce que j'en parlais ce matin à un rédacteur, un type super et je lui disais en fait, je pense que c'est un peu une erreur que d'essayer de convaincre par les mots, voire de critiquer ce que font les gens ou ce que font les amis ou ce que font je pense que on a grandi il y a une certaine rage dans Veja quand on le crée, une rage contre cette mondialisation un peu dont tout le monde se fout un peu. Le nombre de personnes qui nous ont dit mais tout le monde s'en fout, ça marchera jamais, peu importe, on s'en fiche de ça, de la façon dont sont produits les baskets, on s'en fiche. Donc il y a une rage et cette rage, je pense elle était très positive parce qu'elle elle a créé chez nous une ténacité très forte, mais elle est négative à partir du moment où tu deviens donneur de leçons. Et tu deviens donneur de leçons à partir du moment où tu critiques les projets des autres. Et ça, je l'ai appris. Sur le long terme. Et c'est quelque chose que je fais plus jamais, parce que je pense que ça peut te faire devenir aigri. Tu sais, d'être un peu tout seul dans ta tour d'ivoire. C'est vrai. Et oui, on est allé très loin, on va très loin dans le projet, mais non, il n'y a pas plusieurs mondes, il y en a qu'un seul. Et on a réappris, c'est comme si on avait réappris à apprécier n'importe quel projet, s'il a une âme, s'il y a de l'amour à l'intérieur, etc.
Mais en ce qui me concerne, par exemple, sur ces moments, je l'ai jamais, en fait, trop mal pris. Je me suis plutôt dit, parce que j'avais plus l'impression de dire, bon, bah, c'est bien que tu me disais, bon, c'est bien, tu commences là, mais emmène ton projet ailleurs, tu vois. Et moi, ma réaction était plutôt de dire, tiens, je produis tel ou tel produit. Ça a été des bracelets, ça a été des déguisements ou des cartes en métal ou des choses comme ça. Et puis, je dis, bon, ok, comment je peux rapatrier tout ça en France, en Europe? Comment je peux payer moins de transport et mettre mon économie là-dedans, dans de la prod, qui me coûtera plus cher, mais tant pis, etc., etc. La seule leçon que tu tires aussi sur certains business, c'est qu'en revanche, il y a plus du tout de producteurs de plein de choses en Occident, en France particulièrement, où il y a plein de choses. Si tu veux faire du textile, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va te faire des chemises en France, quoi, ou des layettes pour bébé, quoi. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En vrai, pas tant que ça. Et figure-toi que tu vois, c'est il y a un peu plus de 2 ans, un peu moins de 2 ans, non, un peu plus de 2 ans, Emmanuel Macron, à la conférence de Loïc Lemer, le web, avait dit, mon email c'est emmanuelmacron3@gmail.com. Si vous avez des produits ou des services pour améliorer la France, n'hésitez pas à m'écrire. Et j'avais eu un dialogue avec lui par email en lui disant que, par exemple, un des problèmes que j'avais quand je cherchais des producteurs en France, c'est que j'avais pas de Alibaba. Alibaba.com étant le premier commerçant au monde devant Amazon, qui permet de rencontrer notamment des producteurs dans le monde, principalement en Chine, principalement en Asie. Et je lui dis, moi, quand je vais chercher un producteur en France, je vais contacter plein de gens sur Internet, où déjà j'ai du mal à les trouver. Après, quand je les contacte, ils répondent pas, etc. Alors que quand je vais sur Alibaba, je dis, tiens, je veux produire 2000 chemises comme ça, 2000 bracelets comme ça, 2000 je sais pas quoi, et je vais avoir 20 bonhommes différents qui vont me faire des devis, je vais avoir tout comparé, et ça en 48 heures, quoi. Et je lui disais, un des problèmes qu'on a potentiellement, c'est ça. C'est peut-être plus de trouver les personnes, que le fait qu'ils soient là. Et ça, c'en est un réel, et je pense qu'il y a quelque chose à améliorer. Revenons rapidement sur la première, Veja. Je note juste que c'était à l'époque, mais que l'échange avait un peu duré là-dessus et que c'était assez intéressant. Donc votre projet, vous vous dites, ok, on part sur la basket, c'est ce qui nous chauffe, c'est le truc de notre génération. Vous êtes d'accord tous les deux, vous y allez, vous créez Veja et puis c'est parti. Ou vous voyagez, en fait, vous cherchez. On discute beaucoup avec Guilain et sur ce qu'on pourrait faire. On a plein d'idées et en fait, je dis à Guilain, en fait, moi j'en ai trouvé une et c'est ça que je veux faire. Je veux faire une basket qui soit différente. Et je pense que ça nous amusera et ça nous animera pendant longtemps que de faire ça. Mais c'était un saut dans le vide parce qu'on n'y connaissait rien. On était consommateurs avertis et encore, mais on n'y connaissait rien. Et voilà, on se connaissait déjà très très bien et son regard, il a même pas eu besoin de répondre de vive voix. Son regard tout de suite, il m'a dit, c'est ça. Moi aussi, c'est ça ce que je veux faire et on est parti comme ça. On est parti au Brésil. Alors vraiment un peu la fleur au fusil. On avait 24 ans, on ne connaissait rien au basket en termes de prod, en termes de technique, en termes d'industrie. Et du coup, on se dit, moi je passe des entretiens chez Google, lui il passe des entretiens dans des grands cabinets de conseil, etc. Et on se dit, on se donne 6 mois pour voir si on arrive à enclencher le projet. On se donne 6 mois, on n'a pas de sous, mais on se donne 6 mois. On sait qu'on pourra retomber sur nos pattes si on n'y arrive pas, sans dépenser beaucoup d'argent, bien sûr. Donc les 2 coups principaux, ça a été c'est Guilain qui est parti en premier au Brésil parce qu'on savait que c'était un produit qui rassemblait les matières premières dont on avait besoin. Les premières matières premières de Veja, c'est le coton biologique qui composerait la toile. Tu sais, la toile, c'est comme les Converse en toile, c'est du 100% coton. Donc nous, on voulait les faire en coton bio, équitable, c'est-à-dire avec un rapport différent avec les producteurs, des contrats grâce différents. À vos voyages, vous savez que c'est là-bas. On sait qu'il y a des producteurs là-bas. Et on découvre en cherchant sur Internet que les vieilles baskets, les vieilles Converse, encore une fois, étaient fabriquées à base de caoutchouc. La semelle était composée quasi uniquement de caoutchouc sauvage. Et le caoutchouc sauvage, ça vient d'un arbre qui s'appelle l'EVA. Et ça tombe bien, l'EVA, l'épicentre du monde, c'est l'Amazonie. Sachant qu'il existe un caoutchouc qui n'est pas sauvage, un caoutchouc industriel. Aujourd'hui,
c'est les grandes marques de basket utilisent du caoutchouc synthétique. C'est un caoutchouc à base de pétrole. À base de pétrole. Mais les vieilles étaient faites à partir de caoutchouc. Donc, sûrement plus coûteux, sûrement plus difficile à travailler parce que matériau vivant, qui peut pourrir, qui peut se transformer, la matière même dépend de l'humidité des forêts, de la sécheresse des forêts, etc., etc. Mais on se dit, on va aller voir, on va les connaître, on va les rencontrer. Du coup, on part, Guilain part en premier, rencontrer des producteurs de coton. Il fait 2 ou 3 coopératives. Ensuite, je pars 2 mois au Brésil. Alors, on voyageait sac à dos, super routes, dans des hôtels à 8 reais. Ça faisait à l'époque environ 1,50 €, 2 € la nuit. Et on va à la rencontre de producteurs de coton bio. On va apprendre, comprendre. Alors, ce qui était difficile, c'est qu'on parlait pas bien portugais. On comprenait un peu. On comprenait 50%, mettons. Ce qui est problématique quand même. Ça va, 50%, tu commences à pouvoir t'en tirer. Et puis... les mecs te prennent au sérieux quand même. Les mecs comprennent pas trop. Les mecs comprennent pas trop ce qu'on fait là. Ils nous disent personne vient jamais nous voir. Pourquoi vous êtes là? Comment vous nous avez trouvés? On va avoir des coopératives de producteurs et d'agriculteurs qui sont dans le fin fond du Brésil et qui n'ont pas accès à l'économie de marché, qui n'ont pas accès au transport, à la logistique, qui n'ont pas accès à la communication, qui n'ont pas Internet, qui ont un téléphone pour 10 ou 15 familles, qui n'ont même pas assez d'eau pour boire. Ça, on s'en rend compte en discutant avec eux, mais on s'en rend pas compte les premières fois où on va les voir. Mais on leur dit, voilà, notre projet, c'est d'acheter 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes de coton à un prix différencié. Donc, on veut rester avec vous pour comprendre comment vous plantez le coton, combien vous gagnez avec, comment vous le vendez, pour voir si le prix est bon et si le prix est suffisant. C'est pas le prix du marché dont on va vous parler, c'est le prix auquel vous devriez le vendre pour pouvoir vivre dignement. Et là, tu parles de coton brut. Il n'est pas transformé. Ah non, c'est du coton. D'accord. Donc, t'as encore pas mal d'étapes derrière, quoi. Ah ouais, alors, le coton, tu le ramasses, c'est une fleur. À la base, ça devient du coton, quand la fleur germe. Et ensuite, il faut le dégrainer. Ensuite, il faut le filer. Donc, il y a des graines. Quand tu ramasses le coton, il y a des graines à l'intérieur. Tu enlèves ces graines à travers une machine assez old school qu'ils avaient, et ensuite tu le files, ça devient un fil de coton. Ensuite tu le tisses, ça devient de la toile. Ça, c'est la coopérative qui fait tout ça. Il y a plusieurs coopératives qui le font. C'est-à-dire que nous on parlait au départ avec les coopératives d'agriculteurs. Ils étaient une trentaine, ils étaient 28 à la base, et eux récoltaient entre 100 kilos et 600 kilos de coton par an chacun. Avec des rendements assez faibles parce que c'est du coton biologique, et c'est du coton qui va plus loin que le biologique. C'est du coton agroécologique, c'est-à-dire que non seulement c'est sans engrais ni pesticides, donc bio, mais en plus c'est du coton qui respecte la terre, et l'agroécologie, c'est rendre la terre plus riche une fois l'avoir cultivée. Donc en fait, si tu mets que du coton sur 1 hectare ou 2 hectares de terrain, ça assèche le terrain. Ça pompe les ressources hydriques trop fort, et au bout de 5 ans, le terrain il est mort, il faut passer au suivant. Tandis que là, l'agroécologie, ça consiste à mettre un plant de coton, un plant de maïs, un plant de graines de sésame, un plant de haricots, recoton, remaïs. Et en fait, la diversité de tes cultures sur cette terre-là va enrichir la terre, et une fois que tu auras cultivé le maïs, le coton, les graines de sésame, les haricots, cette terre-là sera plus riche après. Je te rassure, j'en parle comme un expert, on connaissait rien de rien. On découvre ça sur le terrain. Et c'est eux qui t'expliquent ça. C'est eux qui m'expliquent ça. Alors avec du mal, moi je comprenais. Mais eux ils font ça parce que c'est leur terre, qu'ils en ont pas plus, et qu'ils savent qu'ils doivent pas la cramer, ou ils font ça parce que c'est un héritage ancestral, ou ils font. C'est la question que tu leur poses après une ou deux rencontres, et les types te disent, en fait, le truc qui a changé. En fait, non, la question qu'on leur posait, c'est qu'est-ce qui a changé depuis que vous travaillez comme ça? Ils travaillaient comme ça depuis 6 ans. Ils avaient rien vendu depuis 6 ans. Ils n'avaient pas vendu 1 kilo de coton depuis 6 ans. C'est un type qui est le Pierre Rabhi brésilien qui les a poussés vers ces cultures-là. Et tu leur demandes qu'est-ce qui a changé pour vous en passant à ça. Ils disent, avant on vendait rien. Maintenant, on vend toujours rien.
Mais le truc, c'est que avant, on avait très mal au ventre. Il y avait des morts à 40 ans, des cancers incroyables à 40 ans. Parce qu'en fait, c'est une agriculture vivrière, c'est-à-dire que c'est une agriculture familiale. Les types consomment 50% ou 60% de ce qu'ils exploitent. C'est vraiment des toutes petites exploitations. Le commerce équitable, c'est bosser avec les 25% des producteurs les plus démunis de la planète. Donc, le coton sur lesquels ils mettaient des pesticides 6 ans avant qu'on les rencontre, les pesticides du coton débordaient sur le maïs, débordaient sur les haricots. Ils mangeaient ça. Bref, je fais pas de dessin. Et après, alors quand nous on arrive, on leur dit voilà, on veut acheter votre coton à un prix différencié. Il est commerce équitable et il est bio, donc on veut l'acheter tel prix. Ce prix il est fixé pour 2 ans, 3 ans. Donc ce qui change dans le commerce équitable, c'est que les types quand ils plantent, ils savent à quel prix ils vont le vendre dans 6 mois. Ce qui leur permet de planifier. L'agriculture mondiale aujourd'hui, elle est terrible parce que tu plantes un haricot, 3 mois après, il germe, il pousse, tu récoltes, mais le prix du marché a pu s'écrouler entre le moment où tu plantes et le moment où il va le vendre, où le producteur va le vendre, où il a pu faire x3. C'est à chaque fois un coup de poker, un jet de dés. Le commerce équitable, ça consiste à dire on te garantit le prix, tu sais à quel prix tu vas vendre ta denrée agricole, ta denrée alimentaire, etc. Ce qui change le jeu, ce qui change complètement la relation que tu peux avoir avec ces producteurs-là. Donc, du coup, on fait ça sur le coton. On y arrive, c'est assez fou comme voyage parce que de grands voyageurs qui bossions dans des pays, on se retrouve vraiment au cœur et loin dans les terres au Brésil, avec des populations qu'on n'aurait jamais côtoyées de nos vies et qui sont incroyables, géniales, enfin plein d'expériences. On fait la même chose sur le caoutchouc. Le coton, c'est la toile des baskets. Le caoutchouc, c'est les semelles. Donc, le caoutchouc, on va le chercher dans la forêt amazonienne. Et là, c'est un peu le même... il y a encore plus d'enjeux dans la forêt amazonienne parce que poumon de la planète, parce que déforestation, parce que trafic de drogue, parce que trafic d'armes, de bois. Enfin, c'est... On est très attiré par les frontières à chaque fois et on pense que les frontières de notre monde aujourd'hui sont les nouveaux hypercentres parce que ça cristallise encore une fois plein d'enjeux planétaires. Et du coup, on arrive en Amazonie et on découvre on se prend encore une claque énorme et on se dit assez cyniquement que l'Amazonie pourra jamais être sauvée par des ONG caritatives, par des gens qui veulent la sauver. Elle sera sauvée par l'économie ou pas. C'est-à-dire que s'il est plus rentable d'avoir une forêt abattue, elle sera abattue. S'il est plus rentable de préserver la forêt, elle sera préservée. Et du coup, on se lance là-dedans. On se dit, les EVA, c'est un arbre qui est partout. Il y a des EVA partout en Amazonie, un arbre à caoutchouc. Et on se dit, si on achète le caoutchouc assez cher, il y aura plus d'intérêt à couper les arbres. Eh ben non, ça sera leur premier rendement. Je dis rendement, mais leur premier salaire, leur premier revenu plutôt, parce que c'est rendimento en portugais, et ça veut dire c'est entre rendement et revenu. Ça sera leur premier revenu et ils la protégeront. Utopie complète, utopie complète. Mais on se dit, on essaye. Et ben 12 ans après, et c'est pas nous qui le disons, c'est le WWF. Ils ont analysé les 3-4 coopératives et les 3-4 zones assez étendues dans lesquelles on bosse aujourd'hui en Amazonie et ils disent c'est bizarre. À chaque fois que Veja travaille quelque part, c'est là où il y a le moins de déforestation. Et ça, c'est des résultats qu'on a eu il y a 6 mois à peine. Et c'est une consécration. Bah oui, alors c'est microscopique au niveau de l'Amazonie. C'est des milliers d'hectares, mais qu'on protège. Mais l'Amazonie, c'est des millions d'hectares, donc c'est rien. Mais c'est pas Veja qui sauve la forêt amazonienne, pas du tout. Mais dans ce qu'on fait, dans ce qu'on montre, en tout cas, les chiffres, les satellites disent que la coïncidence ou la corrélation est vraiment très étrange. D'accord. Et ça, on va le mettre sur notre prochain site internet, toutes les images satellitaires, etc. Et ce qui est marrant, c'est quand tu fais un projet sur 12 ans, c'est que tu as l'année 1, l'année 2, l'année 5, l'année 8, l'année 10. Il y a une vraie progression, un vrai truc sur la continuité.
Et je pense que dans notre folie, dans la folie de notre génération, on a un peu oublié ça. Tu vois, l'espèce de continuité, elle est super satisfaisante quand tu mènes un projet. Tu vois, il y a un Benoît, un ami qu'on a en commun, qui me disait il y a un mois, qui me disait, mais t'en as pas marre? Je lui disais, mais en fait, j'en ai jamais eu aussi peu marre de faire ce que je fais. Je crois que j'ai jamais autant kiffé de mener l'équipe Veja avec Guylain depuis le début. Parce que il y a un rythme qui s'accroît, mais un rythme pas par rapport au temps, un rythme de feedback qui est de plus en plus extraordinaire. Une relation. Une vraie relation sur le long terme avec des vrais projets et des gens c'est même plus confiance qu'ils ont en nous. C'est, on est partenaires, on est ensemble dans le même truc. Ils savent que on a eu des difficultés, ils savent qu'ils en ont eu, que eux ils ont tenu quand on en a eu, que nous on a tenu quand ils en ont eu, et qu'on partage beaucoup. Et ça, je pense qu'il y a que le temps qui peut construire ça. On peut pas le faire en 6 mois, on peut pas le faire en 1 an, en 3 ans. Ça n'existe pas, et c'est un vrai bonheur. Et ça, je le remarque aussi à chaque fois que je viens. On est chez Veja là actuellement, mais dans ta relation avec tes collaborateurs, c'est vraiment quelque chose, je trouve, où on voit qu'il y a une manière, une relation qui est toujours très intéressante. Et si je comprends, c'est aussi le cas un peu avec vos fournisseurs, c'est aussi le cas avec vos clients, c'est aussi le cas avec. On va parler peut-être aussi de logistique, de choses comme ça, mais tout ça est intéressant. Je vais revenir à un point beaucoup plus vulgaire et rationnel, qui va être un point économique, parce que tu m'as dit on n'a pas de sous. À ce moment-là, on n'a pas de sous. Donc c'est bien joli tout ça, ces projets, ces choses, etc. On est 12 ans après, ça marche. Tu me racontes tout ça comme si ça avait été presque facile, alors que probablement que vous avez eu un certain nombre d'écueils. Mais comment donc t'achètes déjà pareil, tu achètes du coton, tu achètes du caoutchouc, mais tu sais pas faire une paire de chaussures, tu sais pas la dessiner, tu sais pas la produire, tu sais pas la vendre. Alors déjà avant de parler du temps, comment vous vous associez? Qui est-ce qui met de l'argent? Vous êtes 2 associés, vous en êtes plus? Comment ça s'est passé? Ah non, on commence, c'est même pas low profile, on commence sans rien. On est 2 associés, on est toujours 2 associés aujourd'hui. Et à 50-50? Ouais. D'accord. Et on commence en mettant un tout petit peu d'argent sur la table. L'argent, il paye les voyages. C'est quoi le montant? Je crois qu'on commence avec 5000 plus 2200, 7200 euros. Je dis souvent 5000 euros par simplicité. Par simplicité, on commence avec 6500 ou 7200, enfin par là, euros chacun. C'est-à-dire qu'on met tout ce qu'on a, plus un prêt d'honneur de Paris Initiative Entreprise de 5000 euros chacun. Mais ça, c'est au bout de quelques mois déjà. En fait, le principe, c'est qu'on va voir les producteurs de coton, on va voir les producteurs de caoutchouc, on va défricher l'industrie, les usines de basket au Brésil, qui, encore une fois, nouveau monde, on n'y connaît rien. On apprend les baskets dans ces usines. Moi, je reste 2 mois dans une usine au début, tous les jours, de 7h à 20h, tous les jours. Et j'apprends le portugais. C'est vraiment mes premiers profs de portugais, ça a été eux. Et j'apprends la technique, je regarde les chaînes de montage. Alors eux, ils comprennent pas très bien parce qu'on leur dit voilà, on veut produire des baskets de cette façon-là. Alors eux, ils disent c'est un peu n'importe quoi. Pourquoi vous voulez acheter ce coton-là? Il est beaucoup plus cher. Faire venir du caoutchouc d'Amazonie, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher aussi. Bref, mais le boss de la coopérative de l'usine avec laquelle on discute, il est intéressé, il se dit tiens, c'est marrant, ils ont aucune chance de réussir mais c'est rigolo. Du coup, il me laisse aller avec les modélistes de l'usine tous les jours. Il s'appelle comment ce boss? Comment? Il s'appelle comment ce boss? Il s'appelle Gringo. Gringo. Son surnom c'est Gringo parce qu'il est italien. D'accord. Et famille d'émigration italienne, comme il y en a beaucoup dans le sud du Brésil, et tout le monde l'appelle Gringo parce qu'il a gardé l'accent italien. Pas très sympa, il est pas hyper sympa le mec, mais il sent qu'il y a un truc un peu étrange et du coup il s'en fiche. Il a une coopérative qui marche très bien, il produit plein de baskets pour le marché brésilien et il trouve ça drôle. Donc je lui dis on n'a pas de bureau, est-ce que je peux utiliser le bureau des modélistes, être avec eux toute la journée? Il me dit pas de problème, tu mets ton ordi et voilà.
Et du coup, on apprend comme ça, on fait des premiers protos. Donc, moi, je sais pas dessiner, mais je sais la basket dont j'ai envie. Donc, on fait un premier proto, rien à voir, on change un peu, mais comme je suis à l'usine, c'est facile. Je leur dis non, on change comme ça. Ils redessinent, les modélistes de l'usine redessinent à côté de moi. On le re-rate. Le dessin est fait là-bas. Le V de Veja est fait là-bas. Le V de Veja, le logo, on le fait faire par une copine à Paris. D'accord. Okay. On lui dit voilà, je veux un V en logo. On avait une idée très précise de ce qu'on voulait, mais on le dessinait, on savait pas le faire. Et du coup, on fait des premiers protos et on va voir le Who's Next à Paris. Donc un proto, c'est un numéro 0. Numéro 0. Voilà, et qui est un peu dégueu. Non, qui est pas mal. Ouais. Qui est très qui peut être porté. Ah oui, mais on peut pas le porter parce qu'on n'a qu'une paire de baskets. Et du coup, avec ce proto, je vais voir le Who's Next à Paris. Donc Who's Next, qui est un des gros salons mondiaux de la mode. Ouais, le plus gros salon français de la mode. Et je leur explique notre histoire. Et ils sont ces deux, une fille qui était, je crois, post-stagiaire, qui est aujourd'hui la directrice du Who's Next, qui a notre âge, qui a 24 ans, et qui nous dit, ok, Banco, venez présenter. Donc du coup, je fais quelques autres protos. On fait 5-6 autres, on fait une dizaine de protos. Et t'as une idée du coup que ça te coûte, ou ça te coûte rien parce que le mec il me dit non, c'est bon. Fais ton proto. Ah oui, non, le mec il me dit ça coûte. Ok. Vous nous paierez si vous lancez la production. Si ça rate, tant pis, c'est pour moi. Et mais lui, ça lui coûte rien. Créer une basket, ça coûte pas une basket assez low tech, ça coûte pas grand chose. Et surtout quand il y est et que t'es copain avec tous les mecs et qu'ils voient que t'arrives en bus, tu repars en bus, ils sont tous en bagnole mais toi tu repars en bus, t'as 2 heures de bus aller, 2 heures de bus retour tous les jours, ils voient que t'es motivé, tu vois, ils voient que t'as la flamme et du coup au Who's Next, dès le premier jour, t'as plein de magasins hyper connus qui tombent sur nous et qui nous disent on les trouve génial, et ils commandent. On n'a rien produit. La merde quoi. Ouais, mais c'est génial, mais c'est la merde quoi, parce que t'as... Non, nous on est contents. Oui. Mais on fait un Who's Next extraordinaire, on n'y connaît rien dans l'industrie de la mode, on sait même pas comment on fait une facture, on sait même pas, ils nous disent c'est quoi la marge, on n'en sait rien, on connaît pas quelle marge de quoi, entre prix d'achat, prix de vente, on connaît rien. Et tu sais combien tu vends de baskets là? Ouais. On vend 2000 paires de baskets en 2 jours et on est déçus. Alors que Citadium a commandé, Bon Marché a commandé, La Samaritaine a commandé, Feu La Samaritaine a commandé, plein de magasins. En fait, on se rend compte des années après que ça n'arrive jamais. Qu'une marque qui se présente le premier jour n'est jamais commandée par ces magasins-là. Donc en fait, l'esthétique leur plaît beaucoup, le projet... Ils sont assez interloqués devant le projet, mais là, on n'a rien produit. Donc, on a X milliers de paires en commande. Notre première prod, c'est 5000 paires. Et là, on peut aller voir les banques en disant, voilà, on a des bons de commande de Bon Marché, de Citadium, de X, de Agnès B. Il y a Agnès B qui veut faire à tout prix une collaboration avec nous parce qu'elle nous a croisés au Who's Next. Et elle dit, voilà, les baskets sont géniales, etc. Et donc, les banquiers sont rassurés. Et ils aiment les baskets, mais aussi le storytelling autour. Enfin, alors, le storytelling, ils trouvent ça intéressant. Ils comprennent rien parce que c'est pas du tout encore dans l'air du temps. Mais ils trouvent ça différent. Ouais. Et vraiment intéressant. Et puis, en plus, nous, on le raconte. On a 25 ans. On le raconte. La semaine d'avant, on était en Amazonie. C'est pas genre une histoire un peu théorique. C'est-à-dire qu'on leur raconte ce qui nous est arrivé. Enfin, il y a un truc très humain et très d'échange one-to-one comme ça. Donc il y a pas quand ils nous parlent, il y a pas de défiance. C'est pas le truc développement durable, bio, packagé. C'est plus deux mecs qui voyagent et qui racontent leur voyage et qui disent voilà, on va faire ça, mais rien n'est fait. Si on n'a pas de commande, ça n'existe pas. Enfin, on est très cru dans notre façon mais je pense que c'est bien aussi d'être vrai dans cette façon d'aborder le truc. Et du coup, on peut aller voir les banques et leur dire voilà, on a besoin d'un prêt de 30 000 euros. C'est très risqué. Alors toutes les banques nous envoient péter parce qu'ils nous disent alors attendez, vous voulez faire du commerce équitable, ça veut dire que vous voulez pas gagner d'argent. Au Brésil, pays à risque, textile, chaussures, business mort. Aujourd'hui c'est Internet. Vous nous dites Internet, on
on vous prête 1 million d'euros. Vous nous dites textile, on s'en va en courant. Oui. On se fait jeter de partout. Et puis il y a un banquier, je pense, qui nous aime bien, qui trouve le projet sympa, qui nous dit bah ok, moi je marche. Quelle banque ? Je vais me faire taper sur les doigts, mais tant pis, je vous aime bien. C'est la Bred. D'accord. C'est la Bred et c'est surtout le Crédit Coopératif. D'accord. Qui est une banque éthique, et c'est eux qui nous aident vachement à monter l'aspect financier du projet, même si tout le monde pense que ça va foirer. Et 2000 baskets, du coup, tu sais combien ça vous a coûté à produire 2000 paires, à l'époque, on les vendait 30 €, et elles nous coûtaient aux alentours de 20 €, peut-être 18 €. Tu les vendais 30 € au magasin. Au magasin, qui lui eux les vendaient 75, 80, ouais, 80 je crois. Le premier prix c'était 80. Ouais, donc faible marge quand même sur les premières. Ouais. Mais bon, proof of concept quoi. Vous réussissez. Ah non, mais c'est toujours la même marge. Hein. D'accord. Aujourd'hui, c'est une assez faible marge quand on vend en magasin. La grande partie de la marge reste dans le magasin. C'est normal. Il y a des salariés, des loyers, etc. Et du coup. Tu rentres au Brésil, tu dis fais-moi 2000 baskets quoi. Ouais non, on rentre au Brésil, on achète le coton, on achète le caoutchouc, on fait filer le coton, on fait tisser le coton. C'est 3 ou 4 mois de boulot de fou. Sachant que tu as une date pour les livrer quand même. Oui, on a une date pour les livrer, mais est-ce qu'on va pouvoir respecter cette date ? On n'y connaît rien. Enfin, on est beaucoup au Brésil à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on est entre tous les deux, on est entre 7 et 8 mois par an chacun au Brésil pendant 2-3 ans. On est tout le temps au Brésil en fait. Alors tout le monde nous dit génial, vous êtes à la plage et tout, pas du tout. On est dans des endroits assez reculés du pays. On est dans les usines de basket perdues, dans un très bel endroit qui ressemble à la Suisse, mais c'est vraiment perdu. On est en Amazonie. C'est génial, mais pas génial en sens. Enfin, je veux dire. Je pense que vous kiffez aussi. Non, mais vous kiffez. On adore. Et en fait, ces espèces d'intermèdes longs, parce on n'a pas d'argent, donc on peut pas faire des allers-retours d'une semaine, quoi. On peut pas faire ça du tout. On reste 2 mois. Quand on y est, on reste 2 mois. Et en fait, ces espèces d'intermèdes, ils nous ont beaucoup servi et ils nous manquent un peu aujourd'hui. Parce que tu te retrouves 2 mois sans connaître personne dans une région hostile, pas hostile, on s'en fiche, mais ça permet d'avoir un recul sur les choses, une réflexion aussi sur les choses, une espèce de vie un peu monastique, pas hyper funky et pas comme tu t'imagines le Brésil du tout, mais qui permet, je pense, qui a aussi contribué beaucoup au projet. Le fait d'être forgé, quoi. Reculé et de penser nuit et jour à ce qu'on faisait et uniquement à ce qu'on faisait, à créer quelque chose. Et ça nous manque aujourd'hui. Tu vois, on parle plus, on a des vies différentes. On a 12 ans de plus, on a une grosse équipe à Paris. Moi, j'ai 4 enfants. Voilà, on peut plus partir 2 mois. Et ça, voilà, on s'est adapté, on s'est habitué, mais ça manque aussi un peu. Et on adore partir 1-2 semaines tous les deux. Un peu pour réfléchir. Ça, c'est important, je pense, dans la vie dans les vies folles qu'on mène, de savoir ralentir le rythme. Mais ralentir le rythme, c'est pas forcément partir en vacances, mais c'est ralentir le rythme de la vie, c'est-à dire pas faire 7 rendez-vous ou 8 rendez-vous par jour, pour finir en buvant un apéro avec des copains et aller dîner avec d'autres. C'est ralentir ce rythme-là, c'est assez important. Moi, ça me manque aujourd'hui un peu. Bref. C'est avec ce bref de Sébastien Kopp que nous allons terminer cette première partie de ma discussion autour de Veja avec Sébastien. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai dans une petite semaine avec donc un 11e épisode de Génération Do It Yourself qui sera donc la seconde partie de cette mini-saga autour de Veja. Mini-saga, je dis pas pour Veja mais pour ces 2 épisodes de Génération Do It Yourself. N'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux, par email autour de vous et à vous abonner également. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Génération Do It Yourself, épisode 10, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone
et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.